présentation suivante va ouvrir encore d'autres perspectives, puisque là, je pense que Jean-Pierre Merlet ne me contredira pas. Il s'agit vraiment, là, cette fois, d'utiliser la robotique pour le bien-être. Mais là, c'est de la... J'allais dire, c'est de la vraie robotique. Ce matin, on a vu toute la journée de la... Jocelyne me fusille du regard. On a vu de la robotique très proche du patient. Ici, c'est en quoi la robotique peut être utile dans la vie de tous les jours, en particulier dans le domaine de la santé, mais à la limite, pas uniquement. On est bien d'accord. Donc l'exposé va être donné par Jean-Pierre Merlet, qui est directeur de recherche à l'INRIA Sophia Antipolis. Il y dirige le projet COPRIN, qui se focalise sur l'assistance à la personne et la gestion des incertitudes en robotique. Ces centres d'intérêt portent sur le développement d'objets de service pour l'aide à domicile à faible coût, communicants, peu intrusifs et pouvant servir d'outils de diagnostic pour la communauté médicale. Il est membre du comité directeur du réseau européen Euron, du conseil scientifique du GDR robotique et du conseil exécutif de l'IFTOM, donc la Fédération internationale pour la promotion de la mécanique et des machine science, de la science des machines en général, de l'ingénierie. Bien, merci Jean-Paul. D'abord aussi merci de m'avoir invité. Puis aussi merci d'avoir mis juste devant moi David, parce que David a fait en fait une très bonne introduction. Je vais partager avec lui une nécessaire humilité et puis vis-à-vis du problème que je vais traiter, surtout pour reconnaître que je n'y connais absolument rien, mais que je ne suis probablement pas le seul à n'y connaître rien, et qu'il y a aussi des problèmes d'éthique à résoudre, et j'en parlerai un tout petit peu. Donc je vais vous parler de l'assistance à domicile, et pour faire ça, je vais vous parler un petit peu de l'évolution de la robotique. Je vais être beaucoup plus bref que le cours magistral de Jean-Paul. Moi, je vais simplement vous dire que jusqu'à il y a quelques années, la robotique, c'était principalement cantonné au milieu industriel. Tout d'abord, en raison de son coût, le coût d'un robot était très élevé, donc en dehors du milieu industriel, c'était difficile d'en avoir un. Et puis aussi, pour nous chercheurs, et j'insiste sur le mot chercheur, le fait que le robot en milieu industriel a plein de particularités qui nous permettent de simplifier un tout petit peu ce qu'on a étudié. D'abord, vous voyez ici une chaîne de robots là, en train de fabriquer des automobiles. Tout ça est très bien structuré, on sait exactement où se trouvent les robots, on sait où arrivent les voitures, et tout ça est soigneusement isolé de tout contact humain. Il y a des barrières dans tous les sens, et si quelqu'un d'aventure s'égare dans cette jungle, tout le système s'arrête automatiquement. Alors, étant tout structuré, ça permet quand même de simplifier les problèmes de robotique, de savoir exactement où se trouve la voiture en ouvrant les algorithmes de planification de trajectoire beaucoup plus simples. Ça change un peu, et les gens qui faisaient de la robotique en ont été conscients assez rapidement. J'en donnerai que pour preuve simplement un rapport de prospective qu'on a fait au niveau de l'INRIA et puis du GDR de robotique, en disant, en fait, la conclusion en était, la robotique va se rapprocher de l'homme et devenir la robotique de service. Alors, pourquoi la robotique de service ? Qu'est-ce qui a changé dans notre sport de se rapprocher de l'homme ? Et d'abord, il y a quelque chose qui est extrêmement important, et je pense que ça déborde d'ailleurs le cadre de la robotique médicale, ça va changer notre vie, le fait qu'il y a une nouvelle informatique. On a maintenant à disposition des ordinateurs extrêmement puissants à 25 €. Extrêmement puissants, ça veut dire qu'ils sont largement au moins aussi puissants que tous les ordinateurs portables que vous avez devant vous. Et je vous en ai amené un. Voilà, ça c'est un des ordinateurs portables à 25 €, très très puissant. Ça s'appelle un Arduino, ça a pas mal de propriétés intéressantes, y compris pour le médical. On a parlé des systèmes implantables. Ce genre de choses se coud dans les vêtements. C'est un ordinateur avec lequel on peut facilement interfacer des capteurs. Il est lavable. Vous pouvez le mettre dans une machine à laver. Il faut simplement enlever la batterie qui le fait fonctionner. Jusqu'à maintenant, c'est la seule chose qu'on ne sait pas faire. Et je pourrais vous raconter une anecdote sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre d'ordinateur. Et puis, on a tous les capteurs qui sont arrivés, les accéléromètres à moins d'1 €, les webcams à 10 €. Il y a 5 ans, une caméra pour un robot, c'était 2 000 €, 3 000 €, 4 000 € facilement. Non, c'est 10 €. Puis des capteurs qu'on peut brancher à la demande. Vous voulez rajouter un accéléromètre dans votre système, pas de souci, vous le branchez et tout est fait automatiquement. Du coup, les coûts de la robotique, les temps de développement baissent.
Il y a 10 ans, quand on faisait un robot, on prenait la partie mécanique et il nous fallait 1 an pour faire la partie de base électronique, informatique. Et au bout d'1 an, on pouvait commencer à travailler, c'est-à-dire à traiter le problème qu'on voulait. Maintenant, on fait la même chose en 1 mois ou quelques semaines. Et puis, bien sûr, on a gagné en puissance. Donc, gérer plusieurs centaines de capteurs, plusieurs centaines d'actionneurs, ça devient impossible. Et ça nous change beaucoup la vie. Alors, pourquoi la robotique de service ? Je reviendrai sur ce point, mais disons qu'il y a une forte pression, une forte demande sociétale. Et puis, il y a aussi des progrès qu'on a fait un peu en robotique, les chercheurs de robotique, après avoir travaillé très longtemps sur des algorithmes pour la robotique industrielle, se sont dit, on a bien travaillé, on sait faire des choses, est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers des environnements beaucoup moins structurés, comme par exemple le domicile, où il y a tout un tas d'aléas, des obstacles qui apparaissent de manière dynamique, imprévus, ce qui n'arrive pas vraiment dans les cellules industrielles. Donc il y avait un désir de dire, puisqu'on sait mieux faire, allons vers des endroits où on pourrait être peut-être plus utile. Alors c'est un sujet vaste. Au niveau de l'INRIA, on a décidé de se focaliser, et la robotique médicale fait partie de la robotique de service, à mon sens. On a décidé de se focaliser sur l'assistance à la personne. Alors, les raisons sociétales, elles sont très simples. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres ou d'équations. Simplement, il suffit de dire qu'en Europe, les plus de 75 ans vont passer de 68 à 84 millions en 2020. Qu'en France, il y a 10 000 personnes âgées par an qui meurent des conséquences directes d'une chute. 10 000 personnes par an, c'est largement plus que les accidents de la route. Donc pour aller dans cette direction, on a créé ce qu'on appelle une action d'envergure nationale, qui s'appelle PAL, qui regroupe une dizaine d'équipes de l'INRIA, ce qui pour notre institut est une force assez considérable, avec des partenaires extérieurs comme le CHU de Nice ou le CSTB. On se focalise sur l'assistance aux personnes âgées handicapées. Mais avant de se lancer cette action, il faut que je vous parle un peu de ce qu'on a fait. En fait, on a fait une analyse des besoins. Un jour, j'ai vu un bureau où il y avait de la lumière, c'était chauffé. Je me suis assis dedans et je me suis dit, pendant 2 ans, comme je suis fonctionnaire, je ne vais rien faire si ce n'est d'écouter des gens. Parce que je ne suis pas âgé, parce que je ne suis pas handicapé. Et donc, je ne sais pas de quoi je parle. Eux le savent. Donc, on a conduit plus de 200 interviews pendant ces 2 ans. Alors, bien sûr, des utilisateurs potentiels, des associations de personnes âgées et handicapées. Mais ce n'est pas suffisant. Mais aussi des personnels de maisons de retraite, des gérontologues, des personnels infirmiers, des aidants, que ce soit de la famille ou des aidants professionnels, des collectivités territoriales. Et à partir de toutes ces interviews, on a pu tirer ce que je vais appeler des principes et des thèmes. Alors, les principes, c'est les grands principes qui vont nous guider dans les développements des objets de service, ce qu'on va mettre à la disposition des personnes âgées et handicapées pour les aider à vivre. Et puis des thèmes, c'est-à-dire des applications qui ont été jugées prioritaires, non pas par nous, mais par les gens de terrain. Alors les grands principes, il y en a quelques-uns, je ne vais pas tous vous les donner, mais je vais insister peut-être sur les plus importants. L'intrusivité. Clairement, elle doit être minimale. Idéalement, les systèmes qu'on va mettre à disposition, ils n'existent pas. Ils doivent être invisibles. Ils n'apparaissent qu'à la demande de l'utilisateur ou en cas d'urgence. Comme l'a dit David, on va assister mais pas supplanter. On va juste essayer d'apporter la quantité d'assistance qu'il faut et surtout ne pas trop en faire. Le but, c'est que les personnes âgées doivent continuer à exercer leurs muscles, doivent continuer à exercer leur aspect cognitif. Et au contraire, on doit les encourager à le faire. Renforcer les relations sociales, là aussi on se rejoint avec David. Bien sûr, on veut redonner de la dignité en redonnant de l'autonomie. Mais on ne veut surtout pas qu'on dise aux personnes âgées, maintenant vous êtes autonomes, donc l'aide sociale qui venait discuter avec vous, vous n'en avez plus besoin, on l'enlève. Au contraire, ce qu'on veut, c'est favoriser cette relation sociale, ne pas enfermer. Quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il faut aussi assister les aidants. Les aidants exercent des tâches pénibles. Et vous en avez un exemple ici, opération de transfert. Alors, on parlait de la mobilité tout à l'heure. Ça, c'est une opération de mobilité, elle est absolument essentielle. Peut-être cette personne-là ne peut commencer à vivre que quand l'aidant va l'aider à atteindre son déambulateur. Si l'aidant n'est pas là, alors sa matinée, elle la passe au lit. Mais par contre, pour l'aidant, c'est un effort physique important. Quand vous êtes infirmière, que vous avez soulevé dans la journée 40 personnes,
vous avez un mal de dos pas possible, et certainement vous n'êtes pas d'humeur à discuter avec une personne âgée qui en aurait peut-être besoin. Donc on va aussi aider les aidants, non pas pour les supprimer, mais pour les mettre dans des configurations où ils sont encore plus disponibles pour les relations sociales. Le coût, un coût abordable, bien sûr à l'achat, mais aussi à l'installation et à la maintenance. Il ne faut pas que si le système tombe en panne, il faille faire venir l'expert du Japon qui va attendre 3 semaines. Il faut que ça soit le personnel local, le plombier, l'électricien, qui soit capable de venir réparer la machine. Une multitude d'interfaces. Ça, c'est très important. Il faut s'adapter aux capacités motrices et cognitives des utilisateurs. Capacités qui varient avec le temps selon leur trajectoire de vie. Donc, à un moment donné, vous êtes parfaitement capable d'utiliser une télécommande de télé. Très bien. Et puis votre vue baisse. Et les numéros, vous ne les voyez plus. Ou alors, vous commencez à avoir de l'arthrite dans les doigts. Ça devient difficile d'appuyer sur le bouton. On va avoir des systèmes qui vont détecter cette évolution. Et on va proposer d'autres services. Vous ne pouvez plus bouger les doigts. Vous avez du mal. Vous pouvez encore bouger le poignet? Oui, alors on a ce qu'il faut pour vous. Et aussi quelque chose d'extrêmement important, et ça c'est aussi une grosse originalité dans ce qu'on propose, c'est assister les médecins. Les médecins, eux, on va les aider comment? Eh bien, on va prendre des objets du quotidien, donc acceptés, et on va les détourner un tout petit peu. On va les instrumenter discrètement. On va les mettre en situation de devenir des outils de suivi médical afin d'observer et de quantifier les évolutions de vie. C'est-à-dire qu'on donne aux médecins accès à ce qu'ils appellent l'invisible. Les médecins, ils voient les personnes pendant les visites de contrôle. C'est 15 minutes, tous les 15 jours. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un événement rare? Par exemple, un début d'arthrose du genou qui commence à apparaître. C'est un événement qui apparaît au quotidien, qui ne va pas apparaître forcément au moment de la visite de contrôle. Est-ce qu'on peut le détecter et donner cette information au médecin? Pensée énergie. On a une population qui n'est pas spécialement forte, il n'y a pas qu'elle d'ailleurs, bien sûr, à penser à charger les batteries, à vérifier que le robot il est bien comme il faut, et qui ne fera pas forcément tout à fait attention à toutes les alertes qu'on pourra lui communiquer sur ce système. Du style, vous êtes en chaise roulante électrique, vous partez, même si le système vous dit que les batteries sont faibles, et vous vous retrouvez à 1 km de votre domicile avec la chaise électrique en panne. Situation pas terrible. Donc là, il va falloir qu'on fasse quelque chose là-dessus, faire des systèmes qui consomment très peu d'énergie, avoir des énergies de secours, voire même des énergies, ne pas avoir de batterie du tout. Et on rejoint les systèmes implantables de Philippe. Avoir des systèmes communicants. Pourquoi? Bien parce que nos objets de service peuvent se trouver dans des situations où ils détectent une situation d'urgence, mais ils ne savent pas y faire quoi que ce soit. Typiquement, une personne âgée chute, vous pouvez avoir à bord un objet de service. Qu'est-ce que c'est un objet de service? C'est votre téléphone. Avec votre téléphone, vous êtes capable de déterminer si vous êtes par terre ou non. Je suis capable, avec mon téléphone, de déterminer de combien de pas je marche. Mais qu'est-ce que peut faire le téléphone? Il ne va pas me relever. Par contre, il peut communiquer une alerte à un coordinateur qui, lui, va faire appel à d'autres objets de service qui, eux, pourront intervenir dans cette situation d'urgence. Par exemple, venir aider la personne à se relever. Par exemple, avoir un robot qui va mettre une compresse si la personne s'est blessée en tombant. Et puis, bien sûr, prévenir les secours. Alors, maintenant, les thèmes. Les thèmes, c'est-à-dire les sujets. Mesurer et suivre le degré de fragilité des personnes. Ça, c'est donc une assistance au médecin. Quantifier, observer les trajectoires de vie et retourner cette information vers le milieu médical. Assurer la sécurité des personnes. Détecter, essayer de prévenir les chutes. Et si elles se passent, en tout cas, faire que le temps d'intervention diminue. Assister à la mobilité. Un vieux débat, David là aussi en a parlé. C'est consensuellement quelque chose que les interviewés nous ont dit, une priorité numéro 1. Je vais même vous rentrer dans les détails de ce qu'ils considèrent comme la priorité numéro 1. Et c'est ça, cela a été le cas de tous. Une personne nous a dit, écoutez monsieur Merlet, si vous pouvez faire qu'une chose pour moi, je vais vous dire ce qu'il me faut, qui me changerait radicalement la vie. C'est pouvoir aller aux toilettes tout seul. Problème très simple, et a posteriori, on peut le comprendre. C'est vraiment un endroit où vous avez envie d'aller tout seul. C'est un endroit confiné, difficile d'accès, pour des gens qui ont des problèmes de mobilité. Il faut se lever, il faut s'asseoir. C'est difficile pour les aidants, parce que ce n'est pas très agréable d'accompagner quelqu'un aux toilettes. Et donc ça, c'est notre priorité numéro 1.
Aider à la rééducation. Là aussi, fournir des moyens de mieux quantifier les résultats d'un processus de rééducation, de permettre peut-être de le faire, toujours sous contrôle médical, mais à domicile. Alors, qu'est-ce qui existe dans l'assistance actuellement? Parce que l'assistance, des collègues ont travaillé sur ce thème-là depuis un certain temps. Voilà un exemple de robot d'assistance, un robot compagnon d'assistance à la marche fait par des collègues allemands. Moi, quand je regarde cette photo, il y a des choses qui me gênent. Alors, ce qui me gêne, d'abord, c'est l'aspect intrusif. Alors là, vous allez me dire, c'est subjectif. Bon, c'est quand même une grosse machine. Tout le monde ne va pas forcément accepter d'avoir ce genre de machine dans son salon. Bon, ça reste subjectif, mais plus objectivement. Quelque chose qui me gêne vraiment, c'est la hauteur du robot. La personne qui est derrière, elle ne voit pas vraiment où elle va, parce que le robot, il est juste en plein milieu, il bouge 80% de son champ de vision. Et c'est quand même un tout petit peu important de ne pas savoir où on va. Ce qui me gêne aussi, c'est que le robot, il fait 180 kg. Donc il n'est pas question de faire bouger le robot tout seul. Hein. Ça veut dire aussi que son autonomie en termes d'énergie est extrêmement réduite. En gros, 1 heure de fonctionnement. Quel est l'intérêt d'avoir un robot marcheur s'il ne fonctionne qu'1 heure dans la journée, qu'après il faut attendre 8 heures qu'il soit rechargé? Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne solution. Un autre exemple. Un robot d'assistance au repas. Donc pour les gens qui ont des problèmes de mobilité dans les bras, qui ont du mal à se nourrir tout seul. Que fait ce robot? C'est un robot que vous placez dans une assiette, et tout simplement, avec sa cuillère, il va récupérer des aliments et va les amener à proximité de la bouche de la personne. Donc, ils peuvent à nouveau se nourrir eux-mêmes. Ce qui est très bien pour les aidants. Les aidants, du coup, peuvent se placer en face, manger avec eux, et c'est favorable à la relation sociale. Donc, en principe, c'est très bien, mais là, il y a quand même aussi quelque chose qui me gêne, c'est son coût. 6 000 €. Et ça me gêne à un double titre, parce que ce robot, moi je le connais très très bien dans sa version industrielle. Sa version industrielle, c'est 500 €. C'est exactement le même robot. Tout ce qui change, c'est la carrosserie. Alors, j'aimerais qu'on m'explique comment ça se fait qu'un robot vendu industriellement à 500 € se retrouve, parce que c'est une application médicale, à 6 000 €. Robot d'assistance à la manipulation et à la rééducation. Alors, le bras que vous voyez ici, en face de quelqu'un qui a une AVC, donc un problème de coordination de ses bras, et le robot l'aide à retrouver la coordination. Il est en face d'un écran, on lui demande de suivre une trajectoire, et le robot l'aide. Et là, ce qui est évidemment gênant, c'est son coût, 26 000 €. Ça fait quand même cher. Alors, on a une approche qui va être radicalement différente et que je vais illustrer sur un premier exemple. Alors, un déambulateur. Alors, on prend un déambulateur et on va l'instrumenter. Donc on prend un déambulateur du commerce, un rollator. Dessus, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un capteur de rotation dans les roues, dans les 2 roues arrière. On rajoute un accéléromètre 3D, vous ne le voyez pas, mais il est dans le tube. Et on rajoute un GPS. Oubliez la partie supérieure qui est là que juste parce que c'est pour faciliter les accès à ceux dont on a besoin. Mais globalement, c'est invisible. Et on rajoute du matériel pour une somme colossale d'environ 100 €. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce déambulateur? Avec ces capteurs, il y a quelque chose qu'on peut faire de très simple, c'est de mesurer très précisément la trajectoire du déambulateur. Donc par exemple, dans le diagramme que vous voyez ici, on a pris une personne, on lui a demandé de faire 10 mètres en ligne droite avec le déambulateur. Et la courbe qui est ici en trait continu indique les déviations latérales du déambulateur. Donc ici, une marche plutôt très bonne, puisque les écarts sont de l'ordre de 2 cm. Bien régulier, de part et d'autre, tout va bien. La courbe en pointillé, c'est simplement l'accélération, la vitesse angulaire du déambulateur, parce que quand vous avez un déambulateur, vous avancez la jambe gauche, le déambulateur tourne à droite, vous avancez la jambe droite, le déambulateur tourne à gauche. Donc en fait, quand vous suivez une ligne droite, vous suivez une espèce de sinusoïde comme ça avec votre déambulateur. Et si vous marchez bien, la sinusoïde est symétrique, vous avez la même chose à gauche et à droite. Donc ici, c'est le cas. En plus, on peut compter, par exemple, le nombre de pas que la personne a effectué pour faire ce trajet. Alors, notre hypothèse, ça a été la suivante, c'est de dire, on a un outil qui nous permet de caractériser très finement la marche, ceci dans une utilisation quotidienne, et donc on peut faire un outil de diagnostic et de suivi de la marche. Alors, c'était une hypothèse, on l'a empiriquement vérifié une première fois en demandant à une de nos collègues handicapés. On a découvert qu'elle était handicapée, parce qu'à l'œil nu, ça ne se voyait absolument pas, de passer derrière le déambulateur. On lui a demandé de faire 10 mètres en ligne droite et on a regardé la trajectoire. Et nous, non-médecins, on a vu, au vu de la trajectoire du déambulateur, qu'elle avait manifestement un problème à la jambe gauche.
Ensuite, on est allé chez nos collègues du CHU de Nice. On leur a montré l'enregistrement. Et là, donc, ils n'avaient pas vu la personne, ils n'avaient pas vu les tests. Ils ont sauté au plafond en disant oui, il y a un problème à la jambe gauche. Et ils ont été même capables de nous donner la pathologie dont elle souffrait au vu des enregistrements de la trajectoire. D'où l'idée d'aller plus loin avec eux et de faire des tests pour voir si on pouvait quantifier cette utilisation d'outils de suivi de la marche au CHU de Nice. Et je vais vous montrer des tests qu'on a pu faire d'abord à l'INRIA, si ça marche. Oui, ça marche. Voilà. Alors on a commencé par prendre 20 sujets sains de l'INRIA, on leur a demandé de faire des trajectoires classiques avec le déambulateur et sans le déambulateur. C'est pour ça que vous voyez que le sujet ici est instrumenté, c'est-à-dire qu'on va comparer ce qui se passe quand on utilise le déambulateur et sans le déambulateur. Puis après, on s'est transporté au CHU de Nice et on a demandé à cette petite mamie fort sympathique de faire exactement la même chose et on enregistre sa trajectoire et ensuite on va établir des éléments de référence pour comparer des trajectoires pathologiques avec des trajectoires normales. Mais on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose de plus avec le système qu'on a? Parce que les gens vont utiliser le déambulateur dans la route, donc mettons 200 déambulateurs qui se baladent tous les jours dans la ville de Nice. Qu'est-ce qui nous donne les informations du capteur? D'abord, on va pouvoir suivre les routes suivies via le GPS. On peut aussi mesurer la pente de la route. On peut aussi mesurer la qualité de la route. Si vous êtes sur un trottoir qui vient juste d'être fait, le trottoir est très lisse, le déambulateur ne vibre pas. Si vous passez sur un endroit moins bon, ça va vibrer, mais ça, on s'en rendra compte. On peut automatiquement détecter les passages de bateaux de trottoir. Puis aussi, on peut les noter en termes de qualité. Parfois, les bateaux de trottoir, la jonction avec la chaussée est très lisse, tout va très bien. Puis des fois, c'est assez abrupt, à la limite dangereux. Et ça, on est capable de le noter. Donc l'idée, ça va être de dire, puisqu'on peut tirer cette information du déambulateur, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire profiter l'ensemble de la communauté? C'est-à-dire transférer ces informations vers des cartes collaboratives, où les gens qui se déplacent avec des déambulateurs auraient de l'information en disant, voilà, il ne faut pas passer sur ce trottoir-là, c'est épouvantable en déambulateur ou en chaise roulante. Là, le plus proche bateau de trottoir, il est à 200 mètres dans cette direction. Il y en a un à 50 mètres derrière nous. Alors ça, c'est une idée, mais on l'a mis en pratique. On l'a mis en pratique, on a pris notre déambulateur, on a dû demander du personnel de chez nous de se déplacer dans le site de l'INRIA, et on a obtenu cette carte. Alors sur cette carte, les routes sont annotées en couleur vert, rouge, bleu, selon la pente. Quand c'est vert, c'est parfaitement horizontal, facile avec un déambulateur et une chaise roulante. Quand c'est bleu, il y a une petite pente, c'est acceptable. Et quand c'est rouge, c'est que ça grimpe sérieusement, et là, ça devient difficile avec une chaise roulante. Et puis vous avez ces petits ronds, c'est les bateaux de trottoir qui ont été repérés. Alors vous ne voyez pas, mais il y a une note. En fait, il y a 2 notes associées à ce bateau de trottoir qui dit est-ce qu'on peut le prendre facilement ou non. Et ce qui est assez intéressant, et ça a été le fait du hasard, c'est que juste après qu'on ait fait cette expérience, il y a eu un audit sur l'accessibilité pour les handicapés de notre site, qui ont vu un certain nombre de choses, mais qui ont aussi raté un certain nombre de choses. Par exemple, le bateau qui est ici, là, vous ne voyez pas sa note, mais il est épouvantable. Il y a une chance sur 2, quand vous le prenez avec une chaise roulante, que la chaise roulante bascule. Ce qui est quand même légèrement gênant. C'est d'autant plus gênant que, ici, vous avez le poste de garde. Ici, ce bateau donne sur un parking qui est le parking handicapé de l'INRIA. Vous voyez, on s'est donné du handicap à nos handicapés. Et ça, l'audit ne l'avait pas du tout vu. Alors, comme on pense à toutes sortes de handicaps, voici la même version en braille. C'est la même carte en braille. Donc ici, un malvoyant, modulo qu'on ait imprimé cette carte là où il fallait, est capable de voir à peu près la difficulté d'emprunter un passage à l'INRIA. Alors, ça c'était la version légère de notre déambulateur, il y a la version lourde. Elle est lourde parce que simplement elle est motorisée. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait plein de choses. Assistance à la marche. Mais sur demande. Par défaut, le déambulateur reste un déambulateur qu'il faut pousser. Mais bon, petite personne âgée qui revient de son supermarché avec son pack de 6 bouteilles de litre d'eau et puis ça monte, il appuie sur un petit volant et hop, le déambulateur donne le petit coup de pouce nécessaire. C'est aussi une chaise roulante temporaire. Vous avez un petit coup de fatigue,
on peut s'asseoir dessus et le déambulateur vous ramène chez vous. La navigation. Je ne vais pas insister sur la navigation, il ne s'agit pas de forcer les gens à aller dans une direction, c'est simplement de les aider. Deux interfaces variées, on peut même le commander à 200 mètres de distance. Ça peut passer l'aspirateur, ça déplace des meubles, ça récupère les clés que vous avez fait tomber au sol et ça vous les ramène. Les roues ont des résistances variables, commandables, donc on peut faire de la rééducation. On a à bord un panneau solaire, ce qui fait que même si les batteries sont très faibles, eh bien on a toujours une possibilité de rentrer chez soi. Et ce qui est plus important, c'est qu'on a un système d'anti-chute qui va essayer d'empêcher une chute qui est en train de se passer, chute avant, chute arrière. Et si elle ne peut pas l'empêcher, par exemple c'est une chute latérale, va détecter la chute et émettre une alarme. Alors la vidéo que vous allez voir là, elle est violente. Hein. Vous allez voir que nos mannequins souffrent beaucoup. On a désactivé le système de prévention de la chute. On a pris un déambulateur qu'on a mis dans une route avec une pente très élevée et on laisse aller. Alors le déambulateur, il est libre. Donc la pente étant très élevée, il continue son chemin alors que la personne est tombée. Mais par contre, il détecte que la personne est tombée, va revenir automatiquement en arrière pour venir se placer à proximité immédiate de la personne pour fournir un support, de façon à ce que si la personne n'est pas gravement blessée, elle puisse se redresser toute seule. En même temps, un message d'alerte est parti. Un message d'alerte est parti, ça veut dire que quelque part, un centre de secours est informé, voit la personne, nous avons une webcam à bord, elle peut lui parler, elle peut faire bouger à distance le déambulateur pour tourner autour de la personne et estimer l'état de sa blessure. Alors, ça, c'est la même chose. On va essayer de sortir de ça. Une autre application. Dans un déambulateur, normalement, la personne âgée est derrière. Ça va bien. Mais il y a une chose, un endroit où il peut être intéressant d'être devant, c'est quand vous faites des courses au supermarché. Parce que vous avez remarqué, le panier du déambulateur, il est devant. Donc, la personne, si elle prend quelque chose, elle doit se pencher pour le mettre. Ça, c'est pas bon. N'oubliez pas le risque de chute. Donc, parfois, il faut être devant. Donc, il faudrait que le déambulateur suive automatiquement la personne. Alors, on peut le faire de manière extrêmement compliquée, avec des systèmes de vision, de capteurs, ceci et tout. C'est un petit risque, c'est que il y a le déambulateur, il y a la personne. Entre les deux, il y a un espace, forcément. Et cet espace, on aimerait qu'il soit protégé. Créer une bulle autour de la personne en disant, ben voilà, moi, je dois avoir mon déambulateur à proximité parce que je peux avoir une faiblesse. Je veux pouvoir m'y raccrocher. Je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un qui me gêne. Donc, il faut créer une bulle de protection. Alors, on a réfléchi. Et puis, on s'est dit aussi, il faut que ça soit un système qui soit accepté par les gens. Alors, on a trouvé une solution d'une simplicité biblique que vous allez voir ici. On utilise une laisse de chien. Et le déambulateur se balade avec vous. Vous le tirez. Il s'arrête automatiquement si vous vous arrêtez. Et la laisse matérialise physiquement la bulle de protection. Donc, c'est un système qui coûte exactement 2 €, d'une simplicité biblique, et qui marche à tous les coups. Parce que, bien sûr, avec la vision et les capteurs de distance, ça serait beaucoup plus compliqué à faire. Le transfert. Donc, les opérations de transfert, c'est passer de la position couchée à la position assise, et ainsi de suite. J'ai presque fini, Jean-Paul, ça va ? Voilà. Donc, l'objectif, c'est fournir une assistance ajustable pour le transfert et la marche. Alors, qu'est-ce que je veux dire ajustable ? Bon, certaines personnes ont juste besoin d'être rassurées quand ils marchent. Ils n'ont pas besoin vraiment d'être soutenus, mais avoir un support, ça les rassure. Premier point. Deuxième cas, vous avez besoin d'un petit coup de main pour passer. Vous arrivez à marcher, mais il y a besoin d'un petit coup de main pour se lever. Typiquement les toilettes. Hein. C'est pour ça qu'on a pensé à ce système d'ailleurs. Hein. Donc, une petite aide temporaire. Et puis, ça peut aller jusqu'à le soulèvement complet. Donc, du simple support, plus de la rassurer qu'autre chose, au soulèvement complet. Et ceci à domicile ou à l'hôpital. Si possible, très peu intrusif et, bien sûr, faible coût. Alors, des systèmes comme ça, de transfert, enfin, en tout cas d'aide à la marche, il en existe. Par exemple, vous avez des systèmes qui consistent à avoir des rails au plafond, un harnais qui descend du rail, et vous suivez le chemin du rail. Équipement par pièce de l'ordre de 30 000 €. Pas forcément très abordable par tout le monde. Là, on a une difficulté qui est une difficulté majeure, c'est qu'on a quelqu'un de très fort. Contre nous, c'est la mécanique. Parce que soulever 80 kg, ça ne se fait pas avec un moteur d'1 watt.
Et ça, on peut strictement rien y faire. C'est aussi d'ailleurs pour moi un des points d'achoppement avec Jean-Paul sur l'utilisation de la robotique humanoïde. C'est un merveilleux objet de recherche. Je ne suis pas complètement sûr que pour ce genre de tâche, ça soit très approprié. On verra tout à l'heure pourquoi. Et puis bien sûr, il faut assurer la sécurité du transfert. Qu'est-ce qui se passe en cas de chute, être sûr de ce qu'on fait. Alors, les transferts, comme c'est un problème assez crucial, il n'y a pas que nous qui l'avons examiné, voilà une solution japonaise. Ça s'appelle Riman. Alors je vais vous montrer une vidéo. Ce n'est pas une vidéo de Riman, c'est une vidéo d'un de ses collègues qui s'appelle Riba. Et je vais vous laisser juger de la chose. Alors, vous voyez déjà la taille du robot. Alors, là où je dis que la mécanique joue un rôle négatif, prenez une personne de 120 kg qui doit être soulevée par ce robot, vous vous rendez bien compte que dans cette position-là, la base doit être d'un poids assez considérable. Le sourire légèrement crispé du cobaye. Tout se passe très bien. Je ne vous passerai pas la vidéo, parce que malheureusement je ne l'ai pas retrouvée, j'aurais bien aimé vous la passer. C'est la vidéo où elle se casse la figure, parce qu'il y a un des bras du robot qui casse. Voilà. Alors bien sûr, ça c'est un système qui est assez intrusif, là aussi c'est subjectif. C'est un système qui a très haut coût, et on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose de plus simple? Alors, quelque chose de faire plus simple, nous on aime bien ce qu'on appelle les robots parallèles. Alors qu'est-ce que c'est un robot parallèle à câble en l'occurrence? On met 4 à 6 treuils au plafond, et ces treuils sont capables d'enrouler ou de dérouler des câbles sur commande. Et ce qu'on sait faire, c'est en contrôlant la longueur des câbles, on sait commander la position de la plateforme où tous ces câbles sont attachés. Donc ici, par exemple, vous voyez un câble, 2 câbles, 3 câbles, vous ne voyez pas, mais le quatrième est ici. Et puis on a ici un point d'attache, là. Et en contrôlant la longueur de ces 4 câbles, on est capable de commander dans l'espace la position de ce point-là. Alors initialement, le système, comme je vous l'ai dit, il doit être invisible. Et bien, ça tombe bien parce que quand il n'est pas utilisé, le système il est au plafond, il est complètement carrossé, donc on ne le voit pas. Il n'y a pas de changement par rapport à l'environnement initial. L'intérêt, c'est qu'avec des systèmes comme ça, avec des tout petits moteurs, on arrive à soulever des charges assez importantes. Dans cette version prototypale, là, on soulève 200 kg, donc on n'a aucun problème avec une personne âgée. On a des versions un petit peu plus grandes où on a soulevé 2,5 tonnes. C'est peut-être un peu excessif pour les personnes âgées. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors, on se trouve dans l'appartement qu'on a à Sofia. Donc, on a une cuisine, une chambre à coucher, un salon de relaxation, un salon de rééducation, un espace de communication. Et puis, ben voilà, le robot était au plafond, il se déploie. Je vous présente Charlie. Charlie est un de nos mannequins favoris. Charlie vit à domicile, il a des problèmes de mobilité, il a du mal à se lever, à s'asseoir, donc d'aller aux toilettes. Il vit avec sa fille Jennifer, qui est ici, et Jennifer est handicapée sévère. Sa vie démarre quand une aidante vient l'aider à se mettre dans son fauteuil roulant, car bien sûr, Charlie, lui, ne peut pas l'aider à se lever. Il n'y a pas assez de motricité. Alors, vous voyez ici, donc, Charlie, on l'a levé, avec un système, alors là, il y a 4 treuils qui sont utilisés, prix du treuil 80 € par treuil, un petit peu d'informatique, pas cher. On fait un système à, moins de 1000 €, capable de soulever 500 kg si c'est nécessaire. Et puis voilà, Jennifer. Alors les harnais qu'on utilise sont des harnais qui sont prévus pour le transfert, donc il n'y a aucun risque. Et on amène tranquillement Charlie sans aucun effort, Jennifer, pardon, sans aucun effort dans sa chaise roulante. Mais ça peut faire un tout petit peu plus que ça. Ça reste un robot de manipulation. Charlie est à sa table de petit déjeuner, il a oublié le couteau pour étaler le beurre. Eh bien, notre cuisine est instrumentée. Charlie, à l'aide de sa télécommande télé, ouvre le tiroir. Et actuellement, téléopéré, bientôt en mode automatique, on est susceptible d'aller demander au robot qui est ici d'aller chercher le couteau dans le tiroir et de le ramener à Charlie. Donc, il n'a plus besoin de se lever péniblement pour retourner chercher son couteau. Alors, j'en arrive à la conclusion. Le projet PAL a démarré en 2011. Pour moi, c'est un projet de très long terme qui s'étalera sur 10-15 ans facilement. Pourquoi ? Bien parce que d'abord, c'est un projet multidisciplinaire qui fait intervenir à la fois des sciences dures, des chercheurs comme les roboticiens, mais plein d'autres gens,
Des médecins, élément essentiel dans la boucle, on ne peut rien faire sans eux, mais aussi des gens de la SHS, donc sciences humaines et sociales, pour l'interface. On a affaire ici à des gens pour nous aider à mieux comprendre leurs réactions et à mieux élaborer nos services. C'est évidemment un domaine qui est lourd en expérimentation. La validation, la seule vraie validation, ce n'est pas le mannequin, bien sûr, c'est la personne. Malheureusement, on est soumis à des contraintes légales très fortes. Et là, c'est peut-être un message que je veux faire passer. Je profite de chaque occasion pour le faire passer. Je ne trouve pas complètement normal que le déambulateur léger, par exemple, qui ne fait strictement ajouter aucun risque à la vie d'un patient, puisqu'il utilise déjà le déambulateur dans sa vie courante, soit soumis exactement aux mêmes procédures d'autorisation d'expérimentation que certaines plantes mammaires, je ne donnerai pas de nom, ou l'utilisation du robot Da Vinci. Les prises de risque ne me paraissent pas être de la même nature. Actuellement, j'ai demandé avec le CHU de Nice, un CPP, pour faire des expérimentations avec notre déambulateur. Je l'ai demandé en septembre 2010. L'autorisation n'est toujours pas accordée. Donc on a eu des gros problèmes, en partie de notre faute, partiellement, mais aussi en fonction du CPP où on est tombé. Donc je pense qu'il faudrait peut-être que le législateur réfléchisse à être un tout petit peu plus discriminant sur la manière dont on obtient ces autorisations légales, qui bien sûr nous pèsent. Nos collègues américains, pour faire exactement la même chose, s'adressent à leur comité d'éthique et ont l'autorisation en 1 semaine. Ça présente des difficultés scientifiques majeures. C'est un de mes gros problèmes quand je parle de l'assistance, c'est que bien sûr le sujet parle à tout le monde, on voit de quoi il s'agit. Ce que je cache à chaque fois, c'est les difficultés mathématiques extrêmement lourdes qu'il y a dans ces problèmes d'assistance. Le robot parallèle à câble que vous avez vu marcher, il marche, mais il y a tout un tas de problèmes théoriques là-dedans qui sont des problèmes complètement ouverts, des problèmes extrêmement durs, qu'on connaît partiellement parce qu'on a travaillé sur des robots parallèles, pas à câble avant. Petit problème, je ne vous donnerai pas de détails techniques, c'est le problème du modèle géométrique direct. Vous connaissez la longueur des jambes, vous voulez savoir où se trouve le robot. Pour les robots parallèles rigides, ça nous a pris 20 ans pour résoudre ce problème, avec l'aide d'un Medai Fields. Donc ça donne une petite idée des difficultés mathématiques. Le problème pour les robots parallèles à câble est simplement 2 fois plus gros. Donc si on a mis 20 ans pour résoudre le problème initial, il est peu probable qu'on fasse beaucoup mieux pour le problème des robots à câble. Et puis là, je rejoins aussi David sur ce qu'il vient de dire. L'assistante s'impose de réfléchir évidemment sur les aspects éthiques. On peut se tromper. Je vous donne un exemple de ce qu'on peut se tromper, qui m'a été donné par un médecin. C'est la nutrition. Certaines personnes âgées ont du mal à faire des courses pour aller se nourrir. Certaines municipalités ont mis en place des services de repas à domicile. Mais un médecin m'a fait remarquer que si ce service résolvait le problème de la nutrition, malheureusement, il en induisait un autre majeur, qui est que la personne n'a plus aucune raison de sortir, n'a plus donc de relations sociales. Avant, elle sortait, elle discutait avec son concierge, son boucher, son boulanger, et c'est aussi essentiel pour elle que le problème de la nutrition. Et donc, on a très vite fait de faire des erreurs dans l'assistance, et on essaye d'éviter ça. Et puis, bien sûr, dans ces périodes électorales, on peut discuter très longuement sur le modèle économique des objets mis à l'usage des personnes âgées, qui, simplement parce que c'est un système médical, biomédical, paramédical, voit ses prix largement surévalués par rapport à leur version industrielle. Et je pense que c'est tout simplement pas jouable dans notre société, on n'a pas les moyens de se payer ça. Ce qui veut dire aussi qu'il y a aussi tout un marché qui s'ouvre pour de nouveaux acteurs. C'est pas un marché de niche, même si vous faites qu'un robot de transfert comme celui que je vous ai présenté, vous allez probablement le vendre à des centaines de milliers d'exemplaires, donc vous pouvez faire une société qui vivra de ça, à condition que le prix soit raisonnable, ce qui n'est pas le cas actuellement pour la plupart des produits d'assistance. Voilà, je vous remercie de votre attention.